Alors, du coup, moi, je vais vous parler de la prise en charge des personnes en situation de précarité au CHC. Enfin, après, c'est une présentation qui est ciblée pour vous, pour les urgences, donc je ne vais pas trop parler de ce qui se passe dans les services de SPIT. Et surtout, je vais surtout vous présenter la PAS. Donc, la PAS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Cayenne. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà. Après, la PAS, je vais vous expliquer ce que c'est et puis surtout comment on y accède d'ici et en particulier des urgences. Ça, je vais vous en parler très vite. Donc, juste ça, bon, c'est complètement bateau et vous êtes, enfin, tous ceux qui sont en Guyane depuis quelques temps ont bien compris le problème. En gros, en Guyane, on a des grosses difficultés d'accès aux soins qui sont liées à la précarité, à l'absence de couverture sociale qui est à peu près 8 fois, enfin, on estime à 18% les personnes qui sont en rupture de droit ou sans droit en Guyane, ce qui, je pense, un peu c'est sous-estimé parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas trouvées là-dedans, des gens qui ne sont pas recensés, qui sont en situation irrégulière, qui vivent dans des villes, etc. Bonjour. Il y a une importance de la barrière linguistique et culturelle et des grosses difficultés de transport et de déplacement. L'autre jour, sur une garde que j'ai fait aux urgences, parce que moi aussi j'ai fait une récemment, il y avait un de vos collègues qui venait juste d'arriver et il y avait un interne qui lui disait les trans et qui lui disait on a dû trouver une ambulance pour envoyer un jeune à Kourou, un jeune haïtien qui est à Bambou, la route de ville. Votre collègue qui venait juste d'arriver, il a dit mais comment ça, une ambulance, c'est pas urgent, vous ne pouvez pas y aller par ses propres moyens. Bon, et l'interne lui a dit non, mais on a cherché partout un transport dans l'entourage, il n'y en avait pas. Et notre collègue était dit comment ça, il n'y a pas de transport dans l'entourage. Mais en réalité, il y a vraiment énormément de personnes qui n'ont pas du tout moyen de transport en dehors de leurs pieds et du bus, sachant que le bus ici c'est compliqué et surtout que c'est pas donné, c'est pas gratuit, donc souvent c'est compliqué. Moi, j'ai plein de patients qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce que leurs enfants sont scolarisés un peu loin et qu'ils n'ont pas l'argent pour le bus. Donc voilà. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le parcours de soins en précarité en dehors de l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital, loin de là, qu'il se passe des choses pour les personnes en situation de précarité. Bon, là, à droite, c'est une équipe mobile Médecins du Monde, que certains connaissent bien. Ça, c'était à Buzari, c'était quand il y avait le camp des Syriens à Buzari l'année dernière, ça c'est quand on est en train de monter. Et puis, en gros, le parcours, c'est un peu ça. C'est un peu compliqué. En gros, il y a 3-4 acteurs, enfin, un peu plus, hein, mais il y a vraiment les acteurs principaux sur la précarité. Il y a la Croix-Rouge, Médecins du Monde, nous avec la PAS et le SAMU social. Ça, c'est les acteurs principaux sur le volet santé. Et après, il y a tout le volet social. Ça, c'est les acteurs que j'ai mis en bas à gauche. Ça, c'est des assos d'accompagnement, de médiation sociale. DAC, ADER, AGE, ça, c'est des assos d'accompagnement social. Fromager, c'est une asso qui s'occupe des femmes victimes de violences. Le Secours catholique, qui font surtout de l'aide alimentaire. Et l'entraide, c'est surtout sur la prise en charge du pédiatre. Donc, en gros, une personne qui arrive sur le territoire, qui est en situation irrégulière et qui a des besoins de santé, souvent, son premier passage, il est à la Croix-Rouge, en haut à gauche. Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge, ils font la vaccination fièvre jaune, qui est obligatoire en Guyane, et ils font tout ce qui est dépistage d'infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est souvent le premier passage des personnes. J'enlève juste mon note parce que j'ai plein de bus. Et la Croix-Rouge, ils font aussi ce qu'on appelle la PADA, c'est la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, c'est eux qui font l'enregistrement des demandeurs d'asile, et ils font aussi l'aide alimentaire. Là, ça, c'est pour les plus de 6 ans. Les moins de 6 ans, tout ce qui est vaccination, c'est la PMI, c'est pour ça que j'ai mis CTG. CTG, c'est le conseil départemental et régional mélangé en même. Et c'est eux qui gèrent les PMI.
Ensuite, si à la Croix-Rouge, le médecin qui a fait la vaccination, il retrouve que le patient a besoin d'un suivi médical, il va nous l'orienter chez nous à la base, donc ici à l'hôpital, pour le suivi médical et l'accès au plateau technique de l'hôpital. Ça, c'est la majorité, c'est pas la majorité, c'est une grande partie du circuit de nos patients, c'est Croix-Rouge qui passe. Nous, on fait le suivi médical le temps que les droits à sécurité sociale soient ouverts, et quand les droits sont ouverts, on a un médecin. Ça, c'est un des circuits. Après, il y a aussi les patients qui arrivent des urgences, les patients qui arrivent d'eux-mêmes. La plupart, 60%, ils arrivent d'eux-mêmes, c'est juste le bouche-à-oreille qui les fait venir à la place. La Croix-Rouge, ils font aussi le CLAT. En gros, ça, c'est la tuberculose. Et la CODA, c'est la consulte médicale des demande invasive. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui existent. Le SAMU social, ils font des maraudes. Ils font des maraudes pour les gens en rue. Donc, eux, ils ont une infirmière, mais qui font aussi des soins en rue. Et ils ont des structures d'hébergement. Hébergement d'urgence en particulier. Qui peut vous intéresser. Ça, c'est le 115. Sauf que vous, quand vous avez quelqu'un qui a un problème d'hébergement, vous pouvez tenter d'appeler le 115. Sachant que le 115, c'est le SAMU social, c'est eux qui répertorient tous les hébergements d'urgence. C'est rarissime qu'on arrive à avoir une place que les gens appellent. Donc, en général, ils vous demandent le numéro de téléphone du patient et ils disent qu'ils vont le recontacter quand il y a une place, pour l'attendement. Maintenant, il n'y a pas de solution. Mais bon, ça existe. Bon, pour ce qui est de la PASS, donc les PASS, c'est permanence d'accès aux soins de santé, c'est des structures médico-sociales qui appartiennent aux hôpitaux. De France, il y en a 140 en France à peu près, en particulier dans les régions avec des taux de précarité très importants ou des régions à forte immigration. Nous, on fait partie des plus grosses PASS de France. On a 4000 patients à l'année, c'est partie des plus grosses. Les plus grosses, les PASS parisiennes, elles sont à 6 000 patients. Et à Marseille aussi. Du coup, notre rôle, c'est quoi? C'est d'accueillir les patients, de permettre et d'améliorer l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, en favorisant l'accès aux dispositifs de droit commun. Ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun, c'est l'accès, comme on a nous, l'accès aux médecins de ville, aux labos de ville, à la médecine normale, standard. Veiller à l'ouverture au rétablissement des droits, donc ça c'est les droits de sécu, et puis essayer d'améliorer la prise en charge globale. Donc c'est des structures médico-sociales. Il y a toujours un volet social, un volet médical. Et après, il y a plein de passes différentes. En France, il y a des passes mobiles, il y a des passes psy, il y a des passes ophtalmo, il y a des passes transversales avec pas de locaux comme on a nous ici, mais des gens qui se déplacent, des équipes mobiles passent dans les services. Il y a plein de trucs dessus. Donc, les passes, ça s'adresse aux personnes qui n'ont aucune couverture sociale ou qui sont en cours de renouvellement ou qui ont une couverture sociale incomplète. Là, je ne vais pas vous faire le cours sur l'AME, la CDSS, enfin, on ne dit plus la CME. Parce que c'est un peu long et puis vous n'avez pas tant de temps. Mais en gros, un jour, si vous voulez, je pourrais parler de ça. Parce que c'est important pour vous de comprendre, surtout aux urgences, mais pas que, en Guyane de manière générale, de comprendre quelles sont les différentes couvertures sociales qui existent. On attend tout à l'heure, je peux vous en parler. Et pourquoi certains y ont accès et d'autres n'y ont pas accès, et quelles sont les règles d'accès. Pourquoi il faut attendre pour certains, pour d'autres il ne faut pas attendre, et ne pas croire que en fait, les gens n'ont pas la sécu juste parce qu'ils n'ont pas fait les papiers. La plupart du temps, soit ils sont en attente parce qu'ils ne peuvent pas encore les faire, soit ils n'ont pas les papiers qu'il faut pour pouvoir faire leur dossier de sécu, soit ils ont fait, mais il y a 3 mois de délai de traitement des dossiers à la sécu minimum, donc ils attendent. Soit la sécu leur demande des pièces abusives qu'ils n'ont pas le droit de leur demander, mais qu'ils leur demandent quand même, ça c'est hyper fréquent. Donc du coup,
On leur demande, les demandeurs d'asile, d'avoir un extrait d'acte de naissance qui vient de Nantes pour faire une demande de CMU. Voilà. Tout ça, c'est des pièces abusives, mais ça existe. Donc, en fait, la plupart du temps, il y a des blocages. Ce n'est pas juste que le patient n'a pas fait des choses comme il faut. À quoi ça sert la PASS? Ça permet un accès à l'ensemble du plateau technique de l'hôpital. En fait, tous les patients qui se présentent à la PASS, s'ils en ont besoin, ils peuvent accéder à la pharmacie hospitalière, au labo, à l'imagerie, aux consultations spécialisées et d'abord à la consultation médecine générale PASS. Moi, je travaille avec 3 collègues et 2 internistes. Le sésame, c'est ce qu'on appelle le bon pass. Donc ça, c'est spécifique de l'hôpital de Cayenne, c'est pas forcément comme ça partout. À Saint-Laurent, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ce qu'on appelle un bon pass ici, c'est le papier qui est signé d'une assistante sociale et qui permet d'accéder à l'ensemble du plateau technique. En fait, c'est un papier qui dit « j'ai été vu par l'assistante sociale, elle a vu que j'avais pas de sécu, et le truc est en cours, la prise en charge sociale est en cours, j'ai besoin d'avoir accès à tout ça. » Sinon, ils n'ont pas accès, s'ils n'ont pas ce papier. Je crois que c'est après. Donc, les bons passes, ils sont délivrés par les assistantes sociales de la PASS ou de la GJA, c'est là où on s'occupe, on fait des suivis hépatite et VIH. Les AS de l'HDHA peuvent aussi nous livrer, et les AS des services pour les gens qui sont hospitalisés. Un bon pass est valable une seule fois. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aller à la pharmacie d'hôpital, de faire une radio et d'aller au labo, ça va changer, j'espère. Ça fait à peu près 10 ans que j'essaie de changer le système. Normalement, ça devrait changer. On devrait avoir une espèce de carte passe qui est valable pour tout et sur une durée limitée. Si l'informatique. Et c'est valable que ça ne marche que sur prescription hospitalière. Ça veut dire qu'un médecin de ville qui voit un patient sans droit et qui l'adresse chez nous, son nom, ça ne marchera pas à l'hôpital. Il y avait un bout qui voulait dire quelque chose. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, à Cayenne, c'est peut-être le mieux que vous allez connaître le mieux, c'est la place d'ici, de l'hôpital, qui est juste à côté du PC Sécurité, là où il y a les tentes blanches. Je sais pas si quand vous arrivez à l'hôpital. C'est là où il y avait le centre de vaccination Covid avant. Donc dans cette passe-là, on a un accueil médico-social avec des assistantes sociales, des infirmières et des médecins et une médiatrice. Vous savez ce que c'est une médiatrice en santé? C'est pour être budget. Ouais. La médiatrice en santé, c'est un diplôme particulier. En gros, ce sont des gens qui font le lien entre le patient étranger et l'équipe médicale et soignante. En gros, ce n'est pas uniquement des interprètes. Chez nous, ça va être quelqu'un qui va accueillir le patient, essayer de comprendre pourquoi il est là, l'aider à faire son dossier de sécu, l'accompagner éventuellement pour prendre ses rendez-vous dans les autres services, quand il y a besoin de prendre des rendez-vous, éventuellement l'accompagner aux autres rendez-vous s'il y a besoin d'interprétation. Souvent, c'est des gens qui parlent plusieurs langues. Et ils peuvent faire aussi, ils peuvent avoir une mission interprétariat sur une consultation. Et une mission de médiation un peu culturelle, en particulier pour les Haïtiens, quand on a un patient haïtien avec des fortes croyances zombies, comme ça. Des fois, ça aide d'avoir un médiateur haïtien qui
qui déverrouille un peu les idées, les croyances, et qui essaie de comprendre pourquoi le patient pense comme ça, et que nous, on pense comme ça. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer à l'hôpital ici. On va normalement, peut-être pas tout de suite, mais on va dire dans les 2 ans qui viennent, on devrait essayer de monter une équipe transversale de médiation en santé qui pourrait être mobilisable par l'ensemble des centres de l'hôpital et par l'ensemble des professionnels de l'hôpital. Un peu comme un avis interservice pour lui demander l'intervention d'un médecin. Au pôle femmes-enfants, on a une assistante sociale qui s'occupe exclusivement des femmes enceintes et de l'ouverture de leurs droits. Et on a 3 antennes, dont une qui est fermée en ce moment, c'est celle de Saint-Denis, qui est au centre-ville. Et on a l'antenne de Balata à Matoury et l'antenne de Soula à Macoubaya qu'on a ouvert il y a un peu moins d'un an. Là, je ne l'ai pas mis là, mais on participe aussi aux équipes mobiles Médecins du Monde qui interviennent dans les quartiers 2 fois par semaine avec des médecins bénévoles de Sahara. Et d'ailleurs, petit message de Médecins du Monde, parce que je les ai vus hier, si certains d'entre vous sont motivés pour aller faire de temps en temps des équipes mobiles Médecins du Monde, donc c'est bénévole. Ils cherchent tout le temps du monde, donc même si c'est une fois par-ci par-là, ils seraient très contents. Nous, on y va, mais ils ont besoin de 2 médecins à chaque fois. Et nous, il faut toujours un médecin ou un interne. En général, c'est les internes qui vont. Les internes, ça se passe. Et en général, ils ont besoin d'un médecin. En général, tout le temps, ils ont besoin d'un autre médecin. Et donc ça se passe à Cogno, à Matoury et à Pistardan et Sources de Baduel. Ça, c'est le quartier bon, le gros bidonville qui a ici. Il y a 5000 personnes. Et il y a aussi de temps en temps sur Matoury d'autres équipes mobiles, ça peut changer en fonction de vie. Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est dehors, c'est sous tente, il fait chaud. Mais il pleut, mais dans la boue, ça change un peu de l'hôpital. Pour ceux qui font du smur, ça leur parle. Et voilà. Et donc après, d'autres services qui ont une fonction passe, c'est les centres de santé qui voient les gens, tout le monde, je pense qu'ils n'ont pas de droit ouvert. Et l'HDJ, je l'ai dit tout à l'heure pour les assistantes sociales qui délivrent des bons passes. Et l'odonto, on a un petit circuit dédié odonto passe pour les soins dentaires. Ça, c'est un peu le circuit du patient. Je vais le faire un peu rapidement. En gros, le patient qui se présente, on va le dire tous les jours, à partir de 7h30. À l'accueil, nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie les droits. On regarde s'il a la sécu ou pas, parce qu'en fonction, il rentre ou pas dans le dispositif passe. S'il a les droits ouverts, on l'oriente vers un médecin de ville, vers ce dont il a besoin en ville. Et s'il a une couverture sociale insuffisante ou en cours de renouvellement et qu'il a besoin d'une consultation médicale, on lui propose une consultation de médecine générale à la base ou de l'infirmière, parce qu'il a juste besoin de pansement, des choses comme ça, ou d'auto. Et s'il a besoin d'un accès au plateau technique de l'hôpital et qu'il a déjà, par exemple, vous sortez un patient des urgences avec une ordonnance de médicaments, une ordonnance pour faire une radio et un bilan à faire, et le patient n'a pas de droit. Du coup, on va juste l'orienter vers l'assistante sociale pour qu'elle fasse le bon passe pour qu'il puisse faire ses examens, et après, on va lui programmer une consulte de suivi avec nous pour vérifier les résultats, pour regarder les résultats. Alors ça, c'est un peu dans le meilleur des mondes. Ça, c'est la vraie organisation. Le gros point faible de la passe, c'est le délai de rendez-vous. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'arrive pas à travailler sans rendez-vous, parce qu'on a trop de monde suivi. On suit les gens à peu près 6 mois sur les pathologies chroniques, surtout l'HTA, diabète. Et en fait, là, en ce moment, on n'a jamais été en galère que ça. En ce moment, on a 2 mois de délai. Donc, en gros, les patients, quand ils arrivent, sont vus par l'infirmière. Et après, l'infirmière juge. Soit ça peut être quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai mal à la tête depuis 10 ans, de temps en temps ». Là, lui, il va attendre 2 mois. Mais si c'est un peu entre deux, elle le prend. Par exemple, une HTA ou un diabète qui fait plus de traitement depuis 3 mois.
Ça, c'est hyper fréquent. Elle le prend, elle va vérifier les constantes, et puis nous, on va jeter un œil un peu rapidement, essayer de lancer un peu un traitement, de lancer des choses, avant qu'on puisse le voir de façon un peu plus carrée un jour de son rendez-vous. Ça, c'est jusqu'à fin décembre. Normalement, à partir du mois de janvier, on va essayer notre organisation en essayant, on va expérimenter pour voir ce que ça donne. Comme on a quasiment tout le temps 2 médecins qui consultent maintenant, on va en mettre un sur rendez-vous, un sans rendez-vous. On va essayer de pouvoir voir un peu plus de gens sans rendez-vous, du moins quand ça a besoin d'être vu rapidement, en particulier tous les patients qui se présentent aux urgences. Voilà, consul d'accueil, qui pourraient être vus par des mots. Bon, c'est pas dit que ça. Il y a tellement de monde que c'est pas dit que ça marche, hein, parce qu'à mon avis, on risque d'être débordé par les suivis maladies chroniques. On va essayer. À Balata, il y a une médiatrice qui est là tous les jours et nous, on fait 2 consultations par semaine, le mardi et le vendredi, 2 jours, et le mercredi et le jeudi. Le mercredi, il y a la Croix-Rouge qui est sur le même site, qui fait des vaccinations et des dépistages IST, et le lundi et le jeudi, il y a la PMI, et ils font du suivi femmes enceintes et de la contraception. Et ils vont bientôt faire du suivi QR. Ça, je vous donnerai les contacts après. C'est intéressant pour vous d'y penser. Alors, c'est compliqué pour vous de penser à tout ça quand vous avez un patient qui vient aux urgences. Parce qu'aux urgences, en général, on est un peu focalisé sur la partie médicale, ce qui est normal. Ce qui est important, ce que j'aimerais bien que vous ayez dans un coin de votre tête, c'est une question, c'est est-ce qu'il a la sécu ou pas? Parce que ça va conditionner toute la suite de la prise en charge du patient. C'est-à-dire que si le patient il vous voit aux urgences, vous le prenez bien en charge, il n'y a pas de souci, vous lui donnez ses ordonnances de sortie, vous lui donnez des choses à faire et vous lui dites, tu vois avec ton médecin traitant à la sortie, s'il n'a pas de sécu, il ne va rien faire de ce que vous avez donné. Et ça c'est bien que vous ayez bien bossé aux urgences, mais en fait, si le patient ne fait rien derrière, en fait, c'est un peu bossé pour moi. Et donc, idéalement, essayez d'y penser. Je sais que c'est compliqué, même moi, quand j'étais aux urgences, je n'y pensais pas tout le temps, alors que je bossais tous les jours à la place. Essayez de penser à la première question, c'est est-ce que vous avez la sécu ou pas? Des fois, il vous dit non alors qu'il l'a, et c'est pas grave. Au pire, vous allez l'orienter vers nous, on va vérifier. Et puis, si en fait il a la sécu, on va l'orienter vers un médecin libre. C'est pas un problème. Vaut mieux nous les orienter en excès. Nous, on va vérifier de toute façon. Que pas le faire du tout. Je pense à ça aussi pour les pansements, les gens qui ont des abcès, qui sont donnés aux urgences, par exemple, et qui ont besoin d'avoir une infirmière libérale après pour les pansements. Un patient qui n'a pas de sécu, il n'aura jamais l'infirmière libérale. Donc, justement, en fait, moi, tous les patients, quand j'en ai une bonne dizaine comme ça, je les envoyais à la place pour l'ablation des fils de suture, ce genre de choses. Du coup, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça? Ouais. Okay. Là, les infirmières, elles vont programmer un rendez-vous infirmier et elles vont enlever les fils. Okay. Si c'est des pansements trop lourds, parce que nous, la difficulté, c'est comme on a beaucoup de monde, les pansements lourds, c'est un peu long. Et du coup, les infirmières elles ont du mal à faire ça. Il y a un service qui s'appelle les soins externes à l'hôpital, qui est pas loin de la caisse. C'est super compliqué d'expliquer en fait, eux, ils sont là pour faire surtout les pansements post-chir. Les gens n'ont pas de sécu. Mais les pansements post-urgence, je pense que c'est jouable aussi, pas quand c'est des lavages de fibres ou des petits pansements, hein. Mais genre, il y a un chir qui est venu, un chir viscéral qui a donné un truc aux urgences, qui n'a pas pris au bloc, et le truc, il faut mécher, c'est un peu long. Les soins externes, ça peut le faire aussi. Mais à la limite, ça, vous pouvez faire une ordonnance avec soins externes, et nous, quand vous l'envoyez chez nous, on va l'orienter dans le soin externe. Déjà, j'ai une question. Du coup, là, quand on voit toutes les participations italiennes, nous, on les oriente à la base de l'hôpital et c'est vous qui dispatchez les rendez-vous. Alors, on peut faire ça, sinon vous pouvez le faire. Si vous savez, ça, c'est un peu la deuxième question. La première, est-ce que vous avez la sécu? La deuxième, où est-ce que vous habitez? Si vous savez que le patient il habite à Matoury, aux urgences, il y a plein de patients qui habitent à Balata ou à Cogno. Alors après, vous ne connaissez pas encore tous la géographie de l'île de Cayenne, mais Balata-Cogno, vous lui dites, vous allez à la place de Balata. Elle est
en fait, je voulais vous amener les plaquettes, puis je sais pas si c'est le prévu, donc il y a des connaissances. La base de Balata, elle est dans le quartier, dans Balata, en face du terrain de foot. On dit Balata Ouest en face du terrain de foot. Et les délais de mois, c'est acheté ou c'est tout parce que... Balata, c'est 1 mois. Ah oui, donc en fait, ils donnent toujours une stage sur le territoire. Ouais, et celui-là, c'est 1 mois aussi. Sachant que l'infirmière, c'est le jour même. Donc, 2 mois, c'est la consulte médicale. Mais l'accueil, c'est tous les jours, et l'infirmière, elle voit les patients tous les jours. Donc, s'il y a un truc urgent à gérer avant 1 mois, on va se débrouiller. À Balata, en plus, ils ont des... Je dis ils ont parce que c'est pas moi qui le fais, c'est ma collègue Ophélie. À Balata, ils gardent toujours 2-3 pages pour les urgences. Pas pour les gens qui ne peuvent pas attendre. Donc, vous pouvez les envoyer. Sous là, on est ouvert le mardi et le jeudi. Là, c'est moi qui vais avec Chloé, qui est ma collègue Chloé Pansard, qui bosse en pédiatrie, qui bosse au CDPS maintenant sur la mission pédiatrique à 80% et elle est à 20% à la place. Elle fait beaucoup de pédiatrie. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour nous à Soula, parce que Soula, il y a beaucoup d'enfants. Et du coup, elle fait vraiment de la consulte un peu plus. Elle fait aussi des adultes, mais elle est assez très bien en pédiatrie. Et il faut remplir des documents pour envoyer ces patients. Tu mets sur ton ordonnance, tu peux mettre juste passe dessus. Après, si vous imprimez votre dossier des urgences pour nous, c'est bon. Hein. Vous n'avez pas besoin de nous faire un courrier. Vous n'avez pas accès au DMU. Alors, on a accès au DMU ici, à Balata, et normalement, à partir d'aujourd'hui, on devrait avoir accès au DMU à Soula. Mais on aurait dû avoir accès au DMU au mois d'avril dernier à Soula et on n'a toujours pas. Donc, je ne suis pas complètement convaincue que ça va vraiment marcher aujourd'hui. Mais si vous mettez sur votre ordonnance patient urgence CFDMU, on va regarder. Hein. Même d'ailleurs, petit aparté pour ça, MDM, je ne me fais pas trop rire, je ne mets pas sur les MDM, moi je regarde sur des pays MDM ici. Je ne pas trop rire. Voilà, et bon, je vous dis. À mon pas, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas juste parce qu'il y a plein de médecins de l'hôpital, surtout ceux qui étaient à Saint-Laurent, qui écrivent bon passe sur l'ordonnance et qui pensent que comme ça, c'est suffit. Mais bon, ce serait bien, mais non. Un bon passe, voilà, c'est un truc où il y a un peu des infos sociales. Et en bas, on coche, nous, la case qui correspond au bon. Donc, en théorie, les bons passes, ils sont faits que par les assistants sociaux, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai fait tout. Donc tout est très fâché. Mais du coup, tout ça pour vous dire que les assistantes sociales de la passe, elles seront là jusqu'à 15h. Mais moi, je suis là quasiment jusqu'à 18h, 18h30 tous les jours. Donc, si un jour vous avez besoin vous pouvez renvoyer un patient jusqu'à 18h. Je ferai une passe. Sachant que ce n'est pas très utile puisque la pharmacie elle est fermée. Mais nous, on a. Bon, j'enchaîne. C'est ça. Je ferme ou. En gros, à la sortie des urgences, idéalement, vous avez demandé au patient s'il avait la ou pas, il vous a dit qu'il n'avait pas. Donc, vous faites ces ordonnances comme n'importe quelle sortie. Et vous l'orientez à la passe, soit le jour même, si c'est en journée, qu'on est avant 18h, vous l'envoyez tout de suite. Si vous êtes la nuit, il va falloir que vous lui demandiez de revenir le lendemain. Et vous lui donnez toutes ces ordonnances. Et nous, après, on va voir. On va se débrouiller sur Si vous avez besoin d'un suivi médical, essayez de le préciser quand même. Parce que comme c'est l'infirmière ou la médiatrice qui font l'accueil, si vous avez besoin qu'il soit vu par nous, mettez consultation médicale à prévoir ou un truc comme ça.
si jamais vous êtes la nuit, idéalement, ce qui serait bien, c'est que vous donniez le dépannier en médicaments jusqu'au lendemain matin, médicaments d'urgence. Je sais que ce n'est pas toujours simple, parce que des fois, c'est compliqué de trouver tous les médicaments d'urgence. Si c'est en journée et que c'est l'après-midi et que la pharmacie est fermée, nous, on a une pharmacie, une petite pharmacie dans le service. Donc, où il y a tous les médicaments un peu de médecine générale. Donc, en général, on peut les dépanner. Si c'est quelqu'un qui sort avec juste une ordonnance de Doliprane et des Bontin pendant 5 jours, on ne va pas forcément le faire passer par la case Compass, pharmacie d'hôpital, médicaments. On va vérifier les demandes. Parce que c'est hyper long, hein, entre le moment où tu arrives à la passe, tu vois l'assistante sociale, et après tu vas aller à la pharmacie de l'hôpital, et c'est passe la matinée. Il y a beaucoup de monde, il y a une trentaine de personnes tous les matins qui se présentent, plus tous ceux qui arrivent après dans la matinée. Et à la pharmacie, c'est dans les mêmes. Donc c'est bon. Voilà. Nous, oui, j'ai dû faire un courrier, mais après, si vous nous dites que le courrier doit être lu, enfin, je vous ai mis les numéros, je crois. Ça, c'est pour les patients hospitalisés, ça vous concerne moins. Les patients hospitalisés, ils ont quelque chose dans les services qui s'appelle la fiche d'alerte sociale, c'est ça. C'est un truc qui est normalement rempli par les infirmières ou par les cadres infirmiers et qui fait en fait un signalement social quand la personne a une difficulté quelconque sociale, soit d'hébergement, soit d'alimentation, soit de perte d'autonomie, soit de pas de sécurité. C'est le truc que le patient a pas du tout en charge de soins. Et donc, normalement, ces fiches-là sont remplies, envoyées au service social de l'hôpital et déclenchent l'intervention d'une assistante sociale dans les services. Ça, c'est pareil, c'est assez théorique. Parce que les assistantes sociales dans les services, il y en a certaines qui sont assez présentes, mais il y en a qui n'ont jamais. Donc, ça, c'est plutôt pour l'hospital. Et là, je vous ai mis les numéros, je vous ai mis tous les numéros de CHC, c'est les mêmes numéros que tout là. Vous avez besoin de prendre des rendez-vous. Après, que ce soit à Balata ou à Soudan, les rendez-vous peuvent être pris sur place. Hein. Vous pouvez les envoyer. Ce que vous facilitez, vous mettre à l'agent d'accueil et dans la consultation d'accueil, ce serait peut-être. Je vais vous donner les plaquettes. Je vais en donner à l'accueil. Alors, par contre, à l'accueil, faire attention quand même avec cette histoire de délai de rendez-vous. Parce que là, on va essayer de faire plus sans rendez-vous à partir de janvier. On va voir comment ça fonctionne. Pour le moment, parce qu'il y a plein d'agents d'accueil qui me gonflent un peu, pour être honnête. Non, mais en fait, un, ils ne sont pas plus avec eux, et deux, ils ne prennent pas en compte la problématique médicale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où la personne se présente en disant « j'ai pas de sécu », la question de « oui, mais pourquoi vous venez ?» l'urgence n'est pas forcément posée. Et nous, on récupère des patients avec des découvertes de VIH fébrile, des choses comme ça. Comme besoin d'être hospitalisés, et vous n'avez même pas vu. Vous ne savez même pas qu'ils existent, ces patients-là. En fait. Et en fait, on a l'agent d'accueil qui ne demande pas pourquoi le patient vient. Or, potentiellement, il y a une urgence, ou il y a en tout cas une nécessité à ce qu'il soit vu avant 2 mois. Et la question n'est pas posée. Donc, ce n'est généralement pas les équipes soignantes, ni les infirmières d'accueil, ni encore moins les médecins. C'est les agents administratifs. Et donc, moi, ce qui gonfle, c'est les mecs qui prennent la responsabilité médicale de renvoyer quelqu'un sans savoir s'il va être vu, s'il y a une urgence ou pas. C'est pareil pour les médecins de ville. Hein. C'est aller voir votre médecin de ville. Mais ça, le patient, il n'est même pas trop arrivé jusqu'à vous. Hein. Et ça, c'est hyper fréquent. Nous, on en a 2-3 par jour. Hein. Des patients qui sont renvoyés sans qu'on leur ait rien demandé. Bon, la plupart du temps, ça passe parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'urgence particulière. Mais ça, si vous pouvez en parler un peu, parce que moi, j'arrête pas de les engueuler, les agents administratifs, ça me rend un peu marre de le voir. Mais et si vous... C'est des racistes, quoi. Bah oui. Et c'est bien ancré. C'est très bien ancré. Très, très bien ancré. Et ils vont te dire non, on ne fait pas ça, mais non, mais en fait, je ne l'avais pas vu, mais non, machin. Le problème de ça, et puis je vous dire que c'est une question. Oui.
Et puis, il y a aussi des patients qui disent n'importe quoi. Ça arrive. Il y a aussi des patients qui, parce que c'est long d'attendre aux urgences, vont venir chez nous en disant on m'a renvoyé des urgences alors qu'ils n'ont jamais été renvoyés. En particulier sur la pédiatrie. Moi, je n'ai jamais vu un enfant renvoyer des urgences, je crois que ça n'arrive pas. Ouais. Et donc, quand j'ai des gamins, des mamans qui arrivent avec vous devriez une aux urgences, mon enfant est malade. C'est pour ça que là, j'y vais. J'essaie de voir ce qui s'est passé avant de gueuler. Et juste par une petite question, si on les envoie à Soula ou ailleurs, la pharmacie, elle va faire l'hôpital. Parce que si c'est pour les envoyer là-bas, non, à la taille à Soula, on a une pharmacie. Donc, alors, ça peut arriver quand c'est des traitements un peu particuliers qu'on n'est pas, et donc on les renvoie dans la pharmacie de l'hôpital. Mais la plupart du temps, on a et on réévalue nos pharmacies. Donc, si on a, par exemple, à Soula, on n'avait pas intégré qu'on aurait autant de pédiatrie. Du coup, on n'avait pas forcément on n'avait pas forcément assez de médicaments, mais du coup, on revoit régulièrement avec les pharmaciens d'hôpital de dotation de pharmacie pour essayer de s'adapter. On a pas mal de trucs, hein. On a quasiment toute la pharmacie de médecine G standard, quoi. Ce qu'on ne va pas avoir, ce qu'on n'a pas, c'est les anticoagulants oraux. Mais après, le reste, les anti-rox, les machins, les antihypertensions, les antibiotiques, tout le truc de mental. Donc voilà. Voilà.